Salut tout le monde! Dans cette vidéo, il va être question des premières explorations ou pillages de la Grande Pyramide. Nous examinerons donc les hypothèses historiques et égyptologiques. Je ne prétends pas que ces théories sont réservées aux professionnels, mais simplement qu'il s'agit d'études crédibles, fondées sur des arguments valables, en accord avec la méthode de la discipline. La littérature associe d'une manière quasi systématique le viol de la pyramide de Khéops à Al-Mamoun, calife abbasside du IXe siècle de notre ère. Selon l'opinion générale, il serait responsable de la sape que les touristes empruntent de nos jours pour pénétrer à l'intérieur du monument. Cette vidéo se propose de répondre à certaines questions et de retracer le fil des explorations ayant eu lieu. Il y aura bien évidemment toutes les sources dont j'ai eu besoin en description, livres, documentation, études, etc. Les rapports de fouilles des sites de l'Ancien Empire révèlent que les pyramides sont très tôt dans l'histoire égyptienne la cible des pilleurs. L'affaiblissement des autorités sous la première période intermédiaire encourage la quête de richesses dans les sépultures qui sont tout autant de points de focalisation pour les chasseurs de trésors. Aucun témoignage d'aucune sorte ne permet toutefois de retracer leur action exacte. Les Égyptiens du Nouvel Empire, avec le fils de Ramsès II, puis de l'époque Sète vers 530 avant Jésus, laissent des marques d'intervention dans et sur les pyramides, en particulier celle de Saqqara. Ces derniers en réinvestissent même pour en faire leur propre sépulture. Une inscription gravée près de l'entrée de la pyramide de Mykérinos témoigne d'une restauration effectuée à cette époque. Il serait donc étonnant que l'intérêt des Sètes ne se soit pas manifesté aux deux plus grandes d'entre elles, dont la pyramide de Khéops. Dans ces histoires, Hérodote, vers 450 avant notre ère, s'attarde sur la légende entourant Khéops, ainsi que sur la méthode de construction de sa pyramide, mais il ne semble pas être témoin lui-même de ce qu'elle contient. Il rapporte seulement brièvement que le souverain aurait reposé sur un emplacement souterrain entouré des eaux du Nil. 4 siècles plus tard, le géographe grec Strabon, dans Géographie, livre 17, évoque seulement un accès à l'intérieur du monument avec une pierre amovible située au milieu de l'un de ses côtés. D'après lui, lorsqu'on la soulève, un passage incliné conduit à la chambre funéraire. Tout ce qui se situe derrière cette porte est donc évoqué de manière très laconique. Il semble n'avoir connaissance que de la longue descendrie et la chambre souterraine. L'écrivain romain Pline l'Ancien, 1er siècle avant Jésus, dans le livre Histoire naturelle, rapporte quant à lui un oui-dire selon lequel à l'intérieur de la plus grande pyramide, un puits profond de 86 coudées communiquerait avec la rivière. Doit-on comprendre le puits de service, dont l'extrémité inférieure est peut-être bloquée par des gravats? Si c'est le cas, celui-ci fait probablement écho au témoignage d'Hérodote en l'amalgamant avec un élément existant. Toujours est-il que lui non plus ne s'attarde pas sur l'ensemble de la distribution dont il semble ignorer l'existence. À ce stade, il importe de rappeler que la descendrie a été dégagée en 1816 par Giovanni Battista Caviglia et que les explorateurs Weiss-Pering découvrirent des inscriptions grecques et romaines laissées au noir de fumée dans la chambre souterraine, soulignant la réalité des visites effectuées sous cette période, un fait maladroitement rapporté par les historiens. Dans les écrits de Bourrian en 1895, le témoignage d'un certain Abu Abdallah Mohamed bin Abdarrahim al-Kaysi, ayant vécu au XIIe siècle de notre ère, est rapporté par l'historien arabe al-Makrizi, nous apprend que lors d'une exploration qu'il fit lui-même dans les entrailles du monument, ce personnage découvrit un ibis momifié et délicatement enveloppé dans de l'étoffe. Il ne peut s'agir là d'une invention, puisque cette pratique, très rare, est attestée par ailleurs dans la pyramide rhomboïdale notamment. Ce mystérieux rite montre que la pyramide de Khéops avait aussi été le lieu de sépulture secondaire, à l'instar de la plupart des grandes tombes de la nécropole memphite. Notre connaissance des explorations antiques se réduit ainsi à ces quelques bribes d'informations. Al-Mamoun accède au trône en l'an 813. L'ensemble des témoignages médiévaux attribuent l'existence du tunnel au calife en 832. Il ne fait a priori aucun doute qu'il ait effectivement visité la pyramide. Rien ne prouve que sa quête se soit réduite à une raison matérielle, et son statut de calife à la tête d'un puissant royaume rend cette explication pour le moins insatisfaisante. Selon l'étude entreprise par Michael Couperson en 2014, spécialiste de la dynastie abbasside, ayant compilé les œuvres d'historiens arabes comme les écrits d'Al-Makrizi,
qui ont davantage à voir à un topo, une rhétorique rassemblant des lieux communs de la tradition hermétique, transformant progressivement la relation historique en légende. Pourtant, les écrits d'un autre historien, l'Égyptien Al-Idrisi en 1251, mentionnent également les actions d'Al-Mamoun au travers d'autres auteurs ayant vécu entre le Xe et le XIIIe siècle. Ceux-ci ont été entièrement traduits et mis en lumière dans les années 90 par Ulrich Harman. Aucune trace de mobilier ni de documents pharaoniques n'est évoquée, hormis des objets que l'on sait anachroniques et fantaisistes. Les chambres avaient très certainement été vidées de tout leur précieux contenu depuis fort longtemps, et le calife repartit sans avoir trouvé de réponse à ces questions. Si tous ces documents semblent bien confirmer la réalité de l'expédition conduite par le calife, il demeure une question au sujet des informations dont il disposait pour se frayer un chemin aussi aisément vers le but à atteindre, d'autant plus qu'il n'a disposé que d'un temps assez court pour y parvenir. Le seul acteur contemporain du calife ayant livré un témoignage de cette expédition est Denis de Telmaret, dans son histoire ecclésiastique dont les seuls extraits connus sont ceux reproduits au XIIe siècle dans les chroniques de Michel le Syrien. On remarque qu'il ne fait aucun cas de l'intérêt qu'a porté Al-Mamoun sur la pyramide de Khéops, bien qu'il l'ait accompagné en tant que diplomate pour régler la révolte copte. Et c'est sur cette omission que s'appuiera l'orientaliste français Sylvestre de Sacy en 1801 pour mettre en doute le creusement du tunnel par le célèbre calife. Selon lui, ce dernier n'aurait qu'emprunté un passage existant, une opinion que l'égyptologue allemand Rainer Stadelmann remettra au goût du jour dans les années 90. Si les inscriptions citées par les historiens arabes sont effectivement antérieures à l'expédition d'Al-Mamoun, il y a tout lieu de penser que la brèche traditionnellement attribuée au calife existait déjà. La sape horizontale, profonde de 24 mètres, semblait se terminer en impasse. La véritable entrée paraît alors invisible. D'après Goyon, en 1944, la voûte en chevron que l'on observe aujourd'hui n'a sans doute pas encore été mise au jour, puisque les graffitis laissés par les voyageurs sur les blocs alentours sont tous postérieurs au XIIIe siècle de notre ère. On peut rappeler que les séismes en Égypte peuvent expliquer quand le parement de la pyramide a été dérobé. Voici quelques dates. En 885 de notre ère, le séisme du Caire détruisit la grande mosquée. En 950, un autre séisme fit s'écrouler la mosquée d'Amar al-Atiq. Et en 1262, un tremblement de terre détruisit à Alexandrie le célèbre phare, une des 7 merveilles du monde. On sait aussi que les Égyptiens de la période Sète avaient exploré les grands monuments de la région Menphite, les avaient restaurés et en avaient réinvesti certains pour en faire leur propre sépulture. Il est donc plus que probable qu'ils aient agi en ce sens dans la Grande Pyramide. Peut-être même en avaient-ils rénové son accès. Sans nouvelles découvertes de témoignages pouvant enrichir la documentation, dater de manière exacte les événements liés à l'exploration et ou au pillage du monument, demeure une vaine entreprise. Cependant, certains indices peuvent nous permettre d'esquisser la chronologie générale, de placer dans l'ordre quelques épisodes de ce scénario, à défaut d'en identifier les acteurs et leurs motivations. Et c'est là que ça devient intéressant et que ça se complique. Ces explorateurs ou pilleurs avaient donc certainement connaissance de l'entrée du monument, ce qui concorde avec les témoignages antiques. Qu'ils aient été les premiers est impossible à déterminer. Par contre, au vu des moyens engagés pour saper et extraire les matériaux, ils devaient être les premiers à bénéficier de moyens considérables. Aussi, leur prêtons-nous les événements suivants. Ils franchirent l'entrée et se heurtèrent peut-être à des premiers blocs bouchons, à moins que le passage fût entièrement libre, auquel cas, ces profanateurs purent atteindre sans encombre la chambre souterraine inachevée. Durant les prémices de leur quête, ils purent constater l'existence d'un couloir ascendant, puisque la face inférieure des blocs bouchons était parfaitement visible dans le plafond du corridor. Il convient de noter à ce propos que l'hypothèse de l'existence d'une dalle pour les dissimuler ne tient absolument pas, car rien n'avait été prévu pour qu'une pierre aussi lourde puisse être fixée au plafond de la descendrie. Cette éventualité, communément reproduite dans la littérature égyptologique, tient sur un propos de Charles Piazzi Smith, l'astronome écossais en 1874, dans lequel celui-ci imaginait que les travaux de Sab d'Al-Mamoun avaient provoqué l'effondrement de cette hypothétique pierre alors fragilement suspendue. Le bruit ainsi produit aurait guidé les ouvriers du calife vers l'est, les conduisant au but à atteindre. Cette trame expliquerait ainsi la bifurcation du tunnel que certains estiment trop bienvenue pour être le fruit du hasard. Ça n'est pourtant rien d'autre qu'une méthode de SAP permettant d'augmenter les chances de croiser une communication. C'est d'ailleurs de cette manière que des explorateurs du Moyen-Âge sondèrent la pyramide de Képhren en creusant un tunnel droit vers le sud, puis en bifurquant vers l'est. Ne trouvant rien, ils prirent ensuite le parti de continuer vers le bas, puis parvinrent finalement au-dessus d'un couloir maçonné. Bon,
Revenons à Khéops. Tout d'abord, les herses de l'antichambre précédant la chambre du roi montrent que les auteurs de leur démantèlement les ont extraites du monument en quasi-totalité, ne laissant derrière eux que 5 fragments tout au plus, abandonnés entre la chambre souterraine, le puits de service et la descendrie. Le tunnel d'Al-Mamoun n'existait fort probablement pas, sans quoi ce chemin aurait été emprunté pour faciliter leur extraction. Le fragment se trouvant actuellement sur le sol de l'entrée originelle a dû cheminer par la sape verticale, ainsi qu'un autre ayant disparu. Ils n'ont certainement pas emprunté le puits de service pour ensuite remonter entièrement la longue descendrie, sans quoi leur abandon dans la chambre souterraine aurait été bien plus commode. Les derniers morceaux de herse ont pu être jetés dans le puits de service dans un dernier temps et par souci de facilité, l'un se retrouvant dans la grotte et l'autre au fond du puits, s'étant retrouvé plus tard entreposé près de la chambre souterraine lors du déblaiement par Caviglia au début du XIXe siècle. Le débouché inférieur du puits de service, dégagement du conduit entrepris par Caviglia, encore lui, était aussi visible en bas de la descendrie. Il était donc plus simple, pour qui voulait percer les secrets de l'édifice, de gravir ce boyau, de l'explorer, plutôt que d'engager un creusement aussi hasardeux dans la maçonnerie environnant les bouchons. C'est sans doute ainsi qu'ils parvinrent au palier de la grande galerie, et par voie de conséquence à l'ensemble des appartements supérieurs. Un passage aux herses leur barrait l'accès à une chambre inconnue. Encore fallait-il se donner les moyens de passer outre. Et l'escalade périlleuse qu'imposait le puits de service n'était pas pour simplifier les opérations. Il fallait donc établir une communication entre le couloir ascendant et la descendrie, au niveau de l'embranchement, non loin de l'entrée. L'idée semblait judicieuse de prime abord. La preuve en est la tentative de destruction de l'élément supérieur du train de bloc-bouchon. Son état à demi brisé ne peut s'expliquer en effet que si la sape horizontale reliée à l'extérieur n'existait pas encore. On a clairement eu l'intention de percer le granit à partir du couloir ascendant. On craignait peut-être alors qu'effectuer cette opération de démantèlement des blocs à partir de la descendrie était une opération risquée. Quoi qu'il en soit, cette tentative fut avortée, sans doute à cause de la dureté du matériau qui rendait l'opération longue et pénible. En raison des incertitudes posées par la longueur totale de ce système de fermeture, difficile à percer, on prit finalement le parti de contourner les blocs en entamant la pierre calcaire beaucoup plus tendre. Et l'on creusa la sape verticale à partir de la descendrie, et peut-être consécutivement à partir du bloc le plus en amont. La connexion fut faite, et l'on put entreprendre de démonter les herses de l'antichambre, extraire les matériaux, et enfin atteindre la chambre funéraire. Les appartements funéraires de la pyramide de Khéops se déploient à la verticale sur 3 niveaux tous connectés, une disposition qui résulte sans doute de plusieurs modifications du plan initial. À partir de l'entrée couverte d'une voûte en chevron doublée en hauteur, une longue descendrie de 105 mètres ou 200 coudées, d'une hauteur sous plafond de 1,20 m et large de 1,05 m, inclinée à 26 degrés sur la quasi-totalité de la longueur qui conduit à une chambre souterraine inachevée. Un couloir ascendant incliné, prenant naissance dans le plafond de cette descendrie, à près de 25 mètres de l'entrée originelle, conduit droit vers un palier. De là, on peut accéder à un couloir horizontal menant à la chambre de la reine, ou bien emprunter une grande galerie de même inclinaison menant à la chambre du roi. L'architecte avait prévu plusieurs systèmes de condamnation afin de prévenir toute intrusion. Les touristes qui empruntent aujourd'hui le tunnel d'Al-Mamoun parviennent face à 3 blocs bouchons en granit qu'ils doivent contourner pour accéder au couloir ascendant et poursuivre leur ascension. Ces blocs avaient fort probablement d'abord été entreposés dans la grande galerie. Sur le principe de la glissière, ceux-ci avaient ensuite été libérés de leur fixation afin de venir se loger sous l'effet de la gravité dans l'extrémité basse du couloir ascendant, dont l'étranglement pouvait provoquer l'encastrement et le blocage définitif de cet accès. Ce système de condamnation avait obligé les constructeurs à aménager une porte de sortie pour que les ouvriers ne soient pas condamnés à périr dans la tombe royale. En partant du haut, le puits ou boyau de service relie de manière très verticale et après 6 changements de pente, le bas de la grande galerie à la partie inférieure de la descendrie, près du couloir nord de la chambre souterraine. Son dégagement fut commencé par Coutel en 1801 et achevé par Caviglia en 1817. D'une longueur de 58 mètres, le boyau de service livre un étroit passage de section carrée ne dépassant pas 65 par 68 cm de côté pour rejoindre la descendrie dans sa partie inférieure. Une brusque différence de section à l'extrémité inférieure de la descendrie suggère qu'il était prévu de dissimuler l'ouverture de ce puits de service par un train de bloc-bouchon également. C'était un procédé relativement courant dans les monuments de l'Ancien Empire.
Mais rien ne prouve qu'il fût effectivement mis en œuvre, le puits ayant finalement pu être considéré comme un obstacle suffisant. Les premiers mètres uniquement de la descendrie, près de l'entrée, ont pu être scellés de cette manière. À ce sujet, de multiples retailles dans le sol à cet endroit sont peut-être les traces des premiers explorateurs qui se sont acharnés à extraire des blocs bouchons. Malheureusement, les vagues descriptions offertes, ainsi que l'extraction et la perte de tous les matériaux encombrant autrefois le couloir, n'autorisent pas à étayer un peu plus ces hypothèses. Avant de retracer un scénario possible des effractions, il importe de décrire l'état actuel du système de condamnation. Le passage au herse, précédant la chambre du roi, est aujourd'hui entièrement dépourvu de ces 3 dalles de fermeture en granit, laissant la voie entièrement libre. Des fragments de ces herses ont été déposés ailleurs dans le monument par les pilleurs. Et autant dire qu'à ce sujet, la situation est particulièrement confuse, tant il est difficile de savoir d'où ils proviennent et les conditions dans lesquelles ils ont été découverts. Le premier d'entre eux gît sur le sol de l'entrée. Long de 115 cm, haut de 84 et épais de 52 cm, il est perforé de part en part de 2 trous cylindriques et possède la trace d'un troisième. Un fragment similaire, avec 2 trous également, mais plus petits, 75 par 75 et épais de 52 cm, a quant à lui été révélé dans le bas de la descendrie, un peu en amont de l'ouverture du puits de service, par Lorenzo Covington au XIXe siècle, et se trouve actuellement dans le puits de la chambre souterraine. Un petit fragment non perforé fut mis au jour dans la descendrie lors des travaux de déblaiement de 1909 par les frères Edgar, près de la sape contournant les blocs bouchons. Celui-ci échappa au contrôle de ses découvreurs en dévalant tout le corridor pour achever sa course près de la chambre souterraine, endroit où il finit par être entreposé. Sa position actuelle est inconnue. Un autre échantillon qui n'affiche pas ces petits trous si caractéristiques au herse est entreposé dans une logette latérale située avant la chambre souterraine. Dans la grotte, qui est traversée par le puits de service, se trouve un autre bloc de granit brisé, percé de 2 trous cylindriques. Au début du XIXe siècle, le colonel Coutel l'avait trouvé coincé en travers du boyau vertical, à 11,5 mètres de son extrémité supérieure. C'est sans doute quelques années plus tard que l'explorateur italien Giovanni Battista Caviglia le descendit jusque dans la grotte et l'y déposa, et ce, afin de dégager le passage pour rétablir la communication avec la chambre souterraine. En ce qui concerne les 3 blocs bouchons de l'embranchement, le plus en amont a été brisé de moitié. Les profanateurs ont donc envisagé de perforer ce système à partir du couloir ascendant, tandis que le tunnel d'Al-Mamoun n'existait sans doute pas encore. Impossible donc de dater ces opérations dont l'ensemble a dû avoir lieu dans un intervalle de temps relativement court. La brèche attribuée au calife était postérieure, et pour cause, celle-ci aurait épargné toutes les difficultés rencontrées. Ce nouvel accès improvisé dont l'origine est mystérieuse ne s'explique que si l'entrée originelle était encore dissimulée sous les blocs de revêtement. Les Égyptiens de la basse époque ont très certainement investi les lieux pour les étudier et se les réapproprier comme il était de coutume. Des rénovations et une nouvelle condamnation du tombeau, ne serait-ce que partiellement, sont tout à fait plausibles, comme pour la descendrie qui était bouchée par des gravats et du mortier. Personne émet l'hypothèse d'un tunnel condamné, puis rouvert sous Al-Mamoun, ce qui expliquerait qu'il est si facilement pénétré à l'intérieur. On peut aussi envisager une tentative avortée de sape que les instigateurs auraient abandonnée, et que le calife aurait décidé de prolonger. Il faut admettre que sur ce point, tout n'est que spéculation. Le tunnel creusé ou prolongé par le calife parvint face au flanc ouest des blocs bouchons et se raccorda au boyau vertical. Ce dernier n'était certainement pas son œuvre, non seulement en raison de ce que nous avons exposé avant, mais aussi parce qu'Al-Mamoun ignorait l'existence de la descendrie située en contrebas. Sans cette antique percée, il aurait en effet cherché à contourner les blocs de granit en les longeant jusqu'à leur extrémité inférieure, plutôt qu'entamer aléatoirement une sape dans une autre direction. Indirectement, il facilita la voie aux pilleurs et explorateurs des siècles qui suivirent, tous piétinant, perturbant, vidant de son contenu la scène du monument le plus analysé et le plus scruté du monde antique.